Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce format un peu plus posé, vidéo un peu longue, on blablate, on papote. Je viens de me rendre compte que j'avais mis mon bordel sur le bord du lit, mais en fait on le voit quand même. Aujourd'hui on va parler mode, travailler dans la mode, avoir des stages dans la mode. Vous êtes vraiment beaucoup à m'envoyer des messages, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo complète où j'allais vraiment aborder tous les sujets. Comme ça je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, pour parler de moi, j'ai toujours été passionnée par la mode, mais je savais pas si je voulais en faire mon métier. Et du coup, après le bac, je me suis dit, je vais faire une classe préparatoire. Les classes préparatoires, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 ou 3 ans d'années très intensives de travail. Vraiment, tu travailles, mais toute ta vie. T'as vraiment tout plein de prépas qui existent. T'as les prépas économiques, donc moi j'ai fait une prépa économique. T'as des prépas scientifiques, donc de physique, de chimie. T'as des prépas littéraires, t'as de tout. Après une prépa économique, le plus souvent tu passes des concours pour rentrer en école de commerce. Et du coup j'avais une question qui était: est-ce que t'as aimé la prépa et ça vaut le coup? J'ai adoré mes 2 années de prépa, c'était vraiment très dur, très intense, très challenging, mais j'ai l'impression que ça m'a tout appris. Ça m'a appris à travailler, ça m'a appris à avoir une routine, ça m'a appris la discipline, la persévérance. À ce moment-là, je pense que la prépa c'était la meilleure chose pour moi. Tous les gens en tout cas qui se posent la question: est-ce que la prépa c'est cool, ça vaut le coup? Moi je dis foncez. Et en plus du coup quand même avec la prépa t'as accès à des écoles qui sont mieux classées. Je dis mieux classées parce que le classement c'est pas le plus important, et qui sont mieux classées que des écoles post-bac. Après la prépa j'ai intégré l'ESCP, du coup École supérieure de commerce de Paris. Et à une école de commerce on vous donne énormément de liberté pour faire vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment un parcours presque à la carte, tu choisis un peu tes cours, tes spécialisations. Du coup, tout ça a fait que j'ai totalement fait en sorte que mon parcours école de commerce soit axé mode. Dès la première année d'école de commerce, on doit faire un stage qui est un stage court, donc stage de 3 mois. Et vu que je n'avais jamais mis 2 pieds dans le monde du travail, t'es obligé de faire un stage un peu basique, un peu genre ton premier stage sur ton CV quoi. Et je savais que je voulais travailler dans la mode, et le plus souvent, on te recommande comme premier stage d'être vendeuse. C'est un peu la base et je pense que c'est pas obligatoire. Tu peux trouver des stages en bureau dans la mode sans avoir fait de la vente avant. Mais déjà, ça t'aide. En fait, faire un stage en tant que vendeuse, c'est avoir facilement un grand groupe, une grande marque sur ton CV. Et c'est montrer que tu as déjà mis un pied dans le monde du luxe, et ça se vend très très bien après un entretien. J'ai donc fait mon stage de vente chez Givenchy aux Galeries Lafayette. J'ai fait que 3 mois, c'était sympa. En fait c'était sympa parce que j'avais une très bonne team de vendeurs et je m'entendais bien avec les gens. Après le métier de la vente, je savais que c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était vraiment histoire d'avoir un pied dans le monde de la mode et du luxe. Mais clairement ce premier stage m'a fait réaliser à quel point j'aimais la mode et que je voulais travailler dans la mode. Parce que déjà en tant que vendeuse, tu fais quand même le lien parfois entre ce qui se vend et ce qui se passe derrière. Tu travailles avec les visual merchandisers, tu vas entendre les sales reports, donc quelles sont les meilleures ventes, donc tu vas avoir des documents qui ont été faits en interne. Aussi, en tant que vendeuse, tu dois connaître les tendances, les concurrents, ce qu'ils vendent. Vraiment, ça m'a énormément aidé à développer ma culture mode d'être vendeuse, surtout que aux Galeries Lafayette, en fait t'es dans les corners de partout, enfin c'est ouvert de partout, donc en fait je me baladais, j'étais au stand Miu Miu, j'étais au stand Ami, j'étais au stand Courrèges, et du coup je voyais toutes les nouveautés j'étais trop heureuse de baigner dans ce milieu là. Après cette première année d'école de commerce, je suis rentrée en master 1, entre mon master 1 et mon master 2, j'ai posé une année de césure. Il faut savoir que du coup mon appétence pour la mode a vraiment continué de grandir et je me suis vraiment énormément renseignée de moi-même sur la mode. Ça me permet de rebondir sur une question que j'ai eue sur Instagram qui me disait: est-ce que c'est obligé de faire une école de mode pour travailler dans la mode? Alors du coup la réponse est non, parce que je n'ai pas fait d'école de mode. Et au-delà de ça, je dirais que t'as pas besoin d'avoir fait d'études spécifiques à un truc pour avoir un goût pour la chose ou pour vouloir travailler dans ce milieu-là. Personnellement, toute ma culture mode, je l'ai développée grâce à tout ce que j'avais autour de moi, toutes les sources que j'avais. Si vous êtes juste curieux, vous pouvez tout apprendre de vous-même. C'est comme une langue, tu vas beaucoup plus apprendre la langue si toi-même tu vas dans le pays et que tu te mets toi-même à essayer de l'apprendre, plutôt que si tu vas à l'école tous les jours et que tu l'apprends. Tout est une question de se donner les moyens. C'est toi, ta motivation, ta persévérance et ton ambition. Du coup vient mon année de césure. Une année de césure, c'est très courant de le faire ça aujourd'hui. Tu fais des stages, tu voyages, tu fais des projets, tu fais ce que tu veux. En vrai le plus souvent tu fais quand même
un stage parce qu'il faut valider des stages pour être diplômé. Du coup j'ai décidé de faire un stage de 6 mois et je voulais vraiment faire un stage dans un grand groupe, un truc de luxe. Je savais que c'était pas forcément ce qui allait le plus me plaire, mais je me suis dit au moins j'ai ça sur mon CV et après je peux faire ce que je veux. Du coup j'ai travaillé chez Louis Vuitton pendant 6 mois en tant qu'assistant chef de produit maroquinerie homme. Donc juste avant ça je réponds à quelques questions que j'ai reçues sur Instagram. Pas mal de questions sur des filles principalement qui cherchaient des stages de 3ème, de seconde. Pour moi c'est impossible, enfin très compliqué de faire des stages dans le luxe, des grands groupes en tout cas, quand tu as moins de 18 ans. Sauf bien évidemment si tu as un réseau. Donc pour moi si tu veux trouver un stage en seconde d'observation, il faut je pense aller dans les petits trucs, les petites boutiques. Et encore une fois, je te conseille de faire un truc facile en vente parce que c'est quelque chose que tu peux vraiment après vendre. Ou dernière question sur laquelle je rebondis, quelqu'un m'a demandé le réseau est important ou on peut se débrouiller juste en postulant aux offres. Pour ce que je viens de dire, les stages avant 18 ans, les petits stages de 2-3 mois, c'est full réseau, on va pas se mentir. Par contre pour les stages voilà, d'études de 6 mois ou les alternances, clairement, sans réseau, vous vous débrouillez très très bien. Je n'ai zéro réseau dans la mode. Mes parents n'ont rien à voir avec ce milieu-là. J'ai personne dans ma famille qui m'a aidé. J'ai juste mon ordinateur et mon CV et ma lettre de motivation et j'ai appelé à tout ce qui bougeait. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième partie. Comment trouver un stage / une alternance dans la mode. Première chose, quand tu vas postuler, tu as besoin de ton CV et de ta lettre de motivation. Du coup, je vais rapidement vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre lettre de motivation. Dans une lettre de motivation, il faut déjà que tu montres qu'il y a une relation qui s'installe entre toi et l'entreprise et une relation réciproque. Tu dois à la fois montrer pourquoi l'offre te correspond et pourquoi tu veux cette offre, mais tu dois également montrer pourquoi l'entreprise a besoin de toi et pourquoi tu es le candidat idéal. Dans la première partie, on va répondre à la question pourquoi je veux ce poste, pourquoi ce poste me correspond. Du coup, la première raison va être une raison rationnelle. Et du coup, la raison rationnelle, c'est la raison académique. Pourquoi le poste fait sens avec ton parcours. Donc je vais vous mettre ma lettre ici, je vais mettre des petits trous comme ça, vous pouvez un peu compléter avec vos propres mots et vous inspirer, copier-coller pas s'il vous plaît quand même. Je conseille de pas lister ton CV, genre juste là tu dis à la limite une spécialisation que tu as prise qui a des cours qui du coup se rapprochent du métier que tu veux faire, mais si tu lises ton CV ça sert à rien parce qu'ils ont ton CV sous les yeux, donc ça sert à rien de répéter. Ensuite la deuxième raison de pourquoi tu veux ce poste, ça va être une raison émotionnelle. La raison émotionnelle, sentimentale, c'est très important parce que ça te permet de vraiment te différencier. C'est un peu sur cette partie-là que tu vas un peu te différencier des autres candidats. Là tu vas dire pourquoi tu veux ce poste et pourquoi surtout tu veux cette maison. Pour chaque maison, vous allez faire une lettre de motivation bien sûr différente, mais vous n'allez pas changer toute la lettre. Vous allez surtout changer cette partie de la lettre, la raison émotionnelle, pourquoi cette maison. Là, je te conseille vraiment de faire du storytelling. Tu montres que tu as une accroche particulière à la maison. Je vous ai mis, moi pour Louis Vuitton, j'ai écrit que c'était mes initiales, LV, et que du coup, toute ma vie, on m'a un peu fait la blague « Ah, LV, Louis Vuitton ». Que mon premier collier de luxe, enfin mon premier cadeau de luxe, c'était un collier Louis Vuitton, chose qui était vraie, hein, j'ai pas menti. Je vous conseille de vraiment trouver un truc, d'embellir un peu les choses s'il faut embellir, mais en tout cas de trouver une petite accroche. C'est des petites anecdotes qui vont genre rester en mémoire quand ils vont lire votre lettre. Et ça fait qu'ils vont se souvenir de vous. Ensuite, je vais vous donner un tip aussi, c'est de rajouter un nom d'une personne que vous avez contactée. Donc par exemple, s'il y a une entreprise où vous voulez vraiment y travailler, contactez des stagiaires sur LinkedIn, sur Instagram, tout ce que vous voulez. Et parlez avec eux et ensuite vous dites que vous avez parlé à cette personne dans votre lettre. Ça permet de montrer que tu as vraiment fait des recherches, que tu as eu un retour d'expérience et que ce retour d'expérience t'a confirmé ton envie de travailler dans cette entreprise. Et ensuite, la deuxième partie de la lettre, ça va être du coup, qu'est-ce que toi tu apportes à la maison et pourquoi est-ce que cette maison et ce poste est fait pour toi et pourquoi eux ils ont besoin de toi. C'est vraiment une relation. Et du coup là, moi j'ai montré en quoi c'était en lien avec mes expériences précédentes et du coup en quoi ces expériences précédentes m'avaient apporté des skills, des qualités que je serais apte à réutiliser pour ce poste-là. Et à la fin, une petite conclusion, je rappelle quelques qualités clés, hein, toujours mettre ces qualités clés qui sont en lien avec le poste bien évidemment, et tu signes et basta. Pour le CV, j'ai pas grand chose à vous dire pour un CV parce que bah un CV c'est un CV, prenez des templates, c'est déjà toutes faites, mais attention pour les templates, je vous conseille de
pas forcément prendre les templates Canva hyper sophistiqués avec des petites fleurs parce que souvent ça ne passe pas au screening. Donc le screening c'est le premier processus de lecture de ton CV, c'est quand tu mets ton CV sur le site et que l'algorithme va dire non ou oui. Du coup, souvent quand le CV est un peu trop lourd ou il y a trop de fioritures, il va direct en non. Donc je vous conseille vraiment de prendre une template assez neutre, assez claire, assez basique. N'écrivez pas trop de choses. On m'a toujours dit, tu mets 3 bullet points maximum par expérience, par parcours académique, par tout. Du coup, maintenant que ton CV et ta lettre sont prêts, on va voir sur quelle plateforme tu peux trouver des stages ou des alternances. Déjà, il y a les sites carrières des groupes. Donc t'as LVMH Career, t'as Kering, t'as Richemont. Vous tapez Kering Careers et vous avez la page carrière. Personnellement, j'ai trouvé mon stage chez Louis Vuitton en postulant sur le site carrière, tout simplement. Mais il y a également le site Fashion Jobs qui est génial, qui recense plein d'offres fashion, des petites marques, des moyennes marques, enfin t'as de tout. Et tu as Fashion Jobs France, mais tu as Fashion Jobs Italie, Londres, New York. Et enfin, dernière façon de trouver un stage qui est très efficace, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le turfu. Si vous n'avez pas de réseau, genre dans votre entourage, mais créez-vous un réseau LinkedIn. Moi, pendant ma recherche de stage, puisque là je vous ai dit que j'ai trouvé un stage chez Louis Vuitton en postulant sur le site carrière, mais j'ai galéré. J'ai eu 1 milliard de refus au départ. J'ai postulé absolument tout. Je commençais mon stage en juillet et en mai j'avais toujours pas de stage. J'ai fait tout ce que je pouvais faire et du coup je me suis mise à fond sur LinkedIn et vraiment incroyable LinkedIn. Je vous conseille de prendre le LinkedIn Premium de 1 mois parce que avec le LinkedIn Premium tu peux faire beaucoup plus de trucs et encore plus harceler les gens. Non, n'harcelez pas, c'est pas bien, mais beaucoup envoyé de mails. J'ai tapé l'entreprise dans laquelle je voulais trouver un stage et je regardais les gens qui travaillaient et j'ai envoyé 1 milliard de messages. J'abuse, j'ai pas envoyé tant de messages que ça parce que j'essaye quand même de cibler, que ce soit cohérent, mais je vous conseille mais vivement de contacter les stagiaires actuels qui sont au poste que vous souhaitez avoir ou les managers juniors de ces stagiaires. Le plus souvent, ce sont eux qui vraiment, de 1, vont te répondre parce que ils sont encore jeunes, ils comprennent un peu ce que c'est la galère. Et aussi parce que c'est eux qui vont aussi relayer les offres de stage. Parce que parfois sur LinkedIn, ils postent l'offre de stage avant qu'elle ne sorte sur les sites carrières. Et je vous dis ça parce que vraiment j'ai une de mes meilleures potes qui a trouvé son stage chez Chanel parce qu'elle était sur LinkedIn et quelqu'un, un ancien stagiaire, a repost une offre de stage. Ils avaient même pas ouvert le post, c'était vraiment juste une dame qui disait envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. Elle a envoyé un message, bam. Vraiment sur LinkedIn, c'est un énorme réseau. Ajoutez à max, envoyez des messages à max. Même sans avoir LinkedIn Premium, vous pouvez envoyer des... Quand vous demandez de vous connecter, vous faites ajouter une note. Vous avez très peu de caractères, genre 300, mais vous mettez un petit pitch de 2 lignes qui donne envie à la personne de te répondre. Maintenant que vous savez comment postuler, où postuler, je vais vous dire pour quel métier, quel type de stage, d'alternance postuler. J'ai une question sur Instagram qui m'a dit quels sont les différents métiers qui ne concernent pas la création de mode. Donc je vais essayer de faire une analyse un peu générale des différents métiers que j'ai pu voir dans mon expérience, dans mon entreprise. En tout cas l'entreprise dans laquelle je travaillais, sachant qu'il y a 1 milliard de métiers que je ne vais pas citer et sûrement des métiers qui sont différents selon les maisons. Bien évidemment, s'il vous plaît, si vous travaillez dans la mode, si vous avez travaillé dans la mode, complétez ce que je dis, reprenez-moi et donnez d'autres idées de métiers parce que je ne sais pas du tout tout, je suis très loin de tout savoir. Du coup dans le côté business qui n'est pas forcément création de la mode, tu as les métiers tels que merchandiser, product merchandiser ou merchandising. De ce que j'ai compris de mes co-stagiaires avec qui je bossais, c'est quand même un métier assez analytique. Tu analyses les ventes de façon générale, aussi selon les régions, les zones géographiques. Souvent tu as des merchandisers selon les zones, donc tu vas être product merchandiser des sacs en Amérique. Et du coup tu vas analyser aussi un peu les tendances de ce marché là pour adapter l'offre. En tout cas les merchandisers sont souvent en lien avec le marketing, enfin en tout cas tu travailles très proche avec les gens du market. Bon c'était le sang, les product merchandisers c'était vraiment mon sang. Du coup le métier de chef de produit qui était ce que je faisais. Le produit c'est vraiment très général, c'est vraiment du marketing pur. En fait tu vas suivre le cycle de vie d'un produit de A à Z, donc de sa conception à sa commercialisation. Au départ tu vas analyser le marché, définir un peu une stratégie et ensuite tu vas
travailler avec les designers, avec ceux en merchandising, avec tous les développements matières, tu vas travailler avec tout le monde pour essayer de proposer un produit qui correspond aux besoins. Et ensuite du coup tu vas suivre son processus de développement, voir les premières maquettes, rectifier, choisir les couleurs, définir les noms des couleurs, le nom du modèle. En fait c'est comme si tu avais genre un gosse et que tu le voyais évoluer et qu'à chaque étape tu devais t'assurer qu'il aille bien, ajouter des trucs, le nourrir. Bref, tu dois vraiment t'assurer du développement du produit. Une fois qu'il est commercialisé, tu regardes si il répond aux attentes du marché, tu regardes aussi s'il est bien mis sur le site, si les photos sont bien faites, tu peux aussi gérer son image parce que tu es en lien avec le studio photo. Tu assures aussi le suivi du produit, donc si le produit doit partir en shooting, c'est toi qui es responsable de ton produit. Donc en fait, c'est super dur à expliquer comme métier, mais c'est extrêmement transversal. Et pour le coup c'est vraiment un métier hyper intéressant. Ensuite il y a le métier de visual merchandising. Et du coup VM, ton but c'est un peu d'optimiser la présentation des produits, que ce soit en magasin, en ligne. Le but c'est vraiment de présenter les produits de la meilleure façon et du coup de créer un environnement attractif pour les produits. Et les équipes de VM adaptent aussi les présentations selon les saisons, selon les événements. Il y a des pop-up, des trucs comme ça, enfin en vrai c'est un peu eux qui gèrent tout ça. Ensuite il y a tous les métiers dont là je n'ai aucune idée de vraiment ce qu'ils font exactement. Je dis juste les noms de métiers, je vais pas m'aventurer dans les détails parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. T'as tout ce qui va être dans le graphisme, tout l'aspect presse, donc t'as PR, donc en français c'est relation presse, RP. T'as aussi une branche célébrité où t'as des gens qui travaillent avec les grandes stars qui veulent qu'on leur prête des produits, etc. T'as aussi toute la partie communication. Ensuite t'as aussi toute la partie studio photo. T'as les chefs de production visuelle qui vont gérer les shootings, gérer les packshots. Ensuite t'as tout un aspect développement matière, donc des gens qui s'occupent de faire des maquettes. T'as des gens qui sont dans le sourcing. Il y a toute une partie également qui va être dans le droit, le légal. Parce qu'il y a toute une partie où t'as le nom des collections, le nom des sacs. Ça doit pas être pareil que les concurrents. Après, dans les métiers de designer de confection, tu vas voir designer. Du coup, le designer, t'as pas un designer, t'as un designer selon toutes les catégories. Et plus ta maison est grande, plus t'as de hiérarchie et plus c'est scindé. Mais tu vas avoir un designer sac, un big boss du designer sac, un big boss du designer sac et chaussures et un big boss qui va être le directeur artistique qui du coup est à la tête de tous les designers et de tout le monde en fait globalement. Ensuite la question c'est où est-ce que je peux travailler, postuler. J'ai une question sur Instagram qui m'a dit est-ce que tu peux me donner des idées d'entreprise où est-ce que je peux postuler, donc allons-y. Déjà, il y a tous les grands groupes. LVMH, Kering, Richemont. T'as aussi Chanel, Prada, Hermès. Donc ça, c'est pour les grandes marques qui ont beaucoup d'offres de stage, du coup, vu que c'est des grands groupes et qui recrutent énormément. Après, t'as les médium marques, je dirais. Donc t'as pas mal d'offres de stage chez Ganni. J'ai trop aimé bosser chez eux. Je crois que c'est à Copenhague. T'as aussi pas mal d'offres chez Diesel, aussi une marque qui me donnait envie. Après t'as d'autres marques du style Marni, Isabelle Marant, Marine Serre. Mais je te conseille quand même de contacter les anciens stagiaires avant d'accepter un poste parce que la mode c'est un monde compliqué et parfois très vicieux. Et je vais vraiment pas citer de nom d'entreprise, mais je sais que j'ai eu des amis qui n'ont pas eu les meilleures expériences dans certaines boîtes. Donc voilà, je vous conseille de toujours avoir un avis ou d'appeler un stagiaire ou vraiment d'avoir un retour avant de postuler ou d'accepter. Et petite parenthèse, si vraiment vous n'êtes pas respecté par un nouveau stage ou vos alternances et que vous en pouvez plus et que vous allez faire une dépression, quittez le stage et l'alternance, parlez-en à votre école. Ce n'est pas normal, on ne doit pas être exploité, on ne doit pas être exploité en termes d'horaire, mais même mentalement. Reminder, faites attention, le travail ce n'est pas la vie et c'est pas parce que vous êtes stagiaire ou alternant que vous devez prouver quelque chose particulièrement. Ensuite il y a d'autres marques aussi plus petites qui sont plutôt éthiques et responsables comme Cézanne et Rouge qui sont excellentes, qui ont pas mal d'offres de stage qui sont excellentes, je sais pas, j'ai pas travaillé là-bas mais en tout cas je trouve que ça donne envie. Et enfin, je peux vous conseiller aussi des entreprises qui sont pas forcément des marques. Par exemple, vous avez Studio Paillettes avec qui j'ai pas mal collaboré quand j'étais à Paris, qui est un studio de location de vêtements. Et vraiment, pour être allée au Studio Paillettes plusieurs fois, l'équipe est géniale. Et d'ailleurs, je sais qu'ils recrutaient il y a pas longtemps. Vous avez vu passer leur annonce sur Instagram. Si vous aimez vraiment les petits trucs éthiques, les petits groupes, plutôt start-up, qui vraiment fait sens, je vous conseille de chercher sur Instagram
et de les DM ou de regarder s'ils postent des offres parce que souvent ça marche comme ça. Je pense à Studio Paillettes, je pense aussi à The Closet qui est également une marque de location de vêtements. C'est très sympa de faire aussi de la mode éthique dans une start-up. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire, je regrette de ne pas l'avoir fait. Enfin non, je regrette pas, mais en tout cas j'aurais bien aimé. Maintenant on va un peu parler de comment est le monde du luxe, comment j'ai vécu un peu mon stage. Du coup, je vais d'abord lister les points positifs et ensuite je vais parler des points négatifs. Dans les points positifs pour moi d'être dans un grand groupe, dans une grande maison, c'est déjà l'équipe. Tu as plein de stagiaires, on était 20 stagiaires, 30 stagiaires. Aussi un grand point positif de LVMH, tu es bien payé pour un stagiaire et un alternant, on est sur des salaires de stagiaires aux alentours de 1500 € il me semble, brut. Et je crois que alternant c'est à peu près pareil. Et aussi un énorme point positif d'être dans une grande marque, dans un grand groupe, c'est le fait que l'entreprise a vraiment un grand budget et tu le ressens, que ce soit dans les team building, les events, des séminaires, des goûters. Et aussi la qualité des bureaux, elle était extraordinaire. Genre pour le coup, enfin genre tous les jours j'étais en mode ouah je travaille là. Autre point positif c'est vraiment de vivre des moments fous. Du coup j'étais chez Louis Vuitton Homme, donc j'ai pu travailler avec Pharrell Williams. J'ai travaillé avec Tyler The Creator parce qu'il y avait à ce moment là une collection pour la Spring qui était en collaboration avec lui. J'ai organisé des défilés, bon j'ai pas assisté aux défilés mais j'ai organisé des défilés et ce moment où tu vois les produits sur lesquels tu as travaillé sur le runway, c'est vraiment genre incroyable comme sentiment. Et bien évidemment il y a également des points négatifs. T'as les inconvénients des avantages, le fait que ce soit un grand groupe, il y a quand même beaucoup de hiérarchie. Alors encore une fois, moi j'ai eu vraiment une bonne équipe et en plus chez l'homme c'est plus petit donc on te donne plus de responsabilités, mais t'es quand même un stagiaire et au-dessus de toi il y a 30 milliards de personnes. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant, tu fais des tâches que t'as pas forcément envie de faire ou que tu ne considères pas forcément utiles mais tu dois quand même les faire parce que bah t'es stagiaire et il y a 1000 gens au-dessus de toi qui te disent de le faire. Ce qui paraît logique, hein, vraiment, mais juste voilà, c'est quand même quelque chose à relever. Je pense que dans des startups, t'as des métiers qui sont beaucoup plus transversaux. Là, quand même, tu restes à ton poste de stagiaire, quoi. Et tu te fais petit quand même. Dernier point qui pour moi était le plus important et qui m'a déplu, c'est les valeurs. C'est-à-dire que moi, je prends une mode éthique de seconde main. Je m'habille que en fripe. Je fais attention à mon empreinte carbone. J'essaye vraiment d'avoir un mode de vie qui est plus responsable. Disclaimer, je suis pas du tout parfaite, il y a plein de trucs que je fais qui ne sont pas du tout bons et je prends souvent des avions pour voyager, c'est pas bien du tout, mais il y a une part de moi qui quand même essaye au max d'être responsable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est vrai que travailler dans un grand groupe de luxe et enrichir LVMH et Bernard Arnault, c'est pas la chose la plus éthique qui existe. Donc clairement j'en suis consciente. Et je suis consciente de mes dissonances, je suis consciente de prôner une mode seconde main éthique et d'avoir fait un stage dans un énorme groupe de luxe. C'est pas forcément cohérent, mais c'était mon expérience et je voulais faire mon stage, je voulais faire mon opinion, mon avis, voir comment ça marchait à l'intérieur de ces maisons. Vivre un peu un rêve, même si c'est un rêve un peu naïf et pas vraiment constructif. Mais c'est vrai que moi par exemple, je fais attention aux animaux, je suis végétarienne, donc travailler avec du cuir, avec des cuirs exotiques, c'était quelque chose qui me dérangeait. Pareil au niveau de l'empreinte carbone, c'est vrai qu'on est toujours dans de la production, dans du transport, dans des événements de défilés qui sont grandioses mais du coup qui polluent énormément. Et ça c'est vraiment pour toutes les maisons de luxe, hein. Là je parle plus du monde du luxe. Et en fait je me rends compte qu'aujourd'hui ça serait compliqué pour moi de travailler dans du luxe sachant que j'ai ces valeurs là. Il y aurait une sorte d'incohérence qui m'empêcherait d'être 100% investie dans ce que je fais. Ce qui me permet du coup de répondre à la question à qu'est-ce que je veux faire plus tard, où est-ce que je me vois. J'ai une question sur Instagram qui m'a demandé comment je voyais mon avenir. Bon, je vais pas m'éterniser parce que ça relève de moi et cette vidéo est faite pour vous aider à vous, mais peut-être que mon expérience, mon retour d'expérience peut vous aider. Du coup, il faut savoir qu'après mon année de césure, donc j'ai fait 6 mois chez Louis Vuitton, et là vous vous dites mais qu'est-ce que t'as fait les autres 6 mois? Moi les autres 6 mois en fait, je me suis rendu compte chez Louis Vuitton que je voulais pas forcément travailler dans un grand groupe. Je pense que j'ai une âme d'entrepreneuse et j'ai envie de travailler dans une plus petite structure, puis peut-être créer mon propre truc plus tard. Je dis pas forcément créer une marque, mais juste créer quelque chose autour de la mode. Je me vois beaucoup plus travailler dans quelque chose d'éthique, durable, qui fait plus sens, qui a des valeurs qui du coup me correspondent à 100%. C'est pour ça que les autres 6 mois de mon année de césure, j'ai pas fait de stage. J'ai fait les réseaux sociaux. Avec les réseaux, je me suis dit, mets-toi à fond pendant 6 mois, tu vois ce que ça te donne. Tu fais un truc dans la mode, donc plutôt axé
conseils, je parle de mode, je donne toutes les informations que j'ai un peu ingurgitées ces dernières années. Je vois où ça mène, tout simplement. Juste expérience. En fait, mon objectif, c'est juste de vivre plein d'expériences en rapport avec la mode qui peuvent me permettre de comprendre ce que vraiment je veux faire. J'ai encore mon Master 2, je suis en Master 2 actuellement, donc je vais continuer de faire les réseaux en parallèle. À la fin de mon Master 2, c'est un énorme point d'interrogation qui se dessine devant moi. Je sais pas. Est-ce que je vais re-rentrer dans un grand groupe? Est-ce que je vais faire un stage dans une start-up? Est-ce que je vais lancer mon truc? Je n'ai aucune idée les gars, mais je vous partagerai mon expérience et mon évolution parce que je compte pas arrêter les réseaux, je kiffe faire ça. Et si ça peut me créer mon réseau avec vous de fashion, c'est le meilleur réseau qui existe sur Terre. Donc voilà, c'était tout pour mon récap. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.